On parle start-up dans le dossier du jour avec Lorraine Goudinoff, directrice associée chez Interpass, cabinet indépendant spécialisé dans la restructuration d'entreprises. Bonjour Lorraine. Bonjour. Alors à mes côtés, Julien Casqui, rédacteur en chef de Madines. Bonjour Julien. Bonjour. Alors selon un rapport d'Interpass, Lorraine, les faillites de start-up dépasseraient désormais pour la première fois les sorties de portefeuille en Europe comme aux États-Unis. Quand vous regardez ces chiffres de faillites en hausse et de sorties en baisse, est-ce que vous parlez d'un simple ajustement cyclique ou finalement d'un vrai tournant pour l'écosystème start-up ? Justement, votre point de vue est très juste. C'est vraiment un ajustement cyclique. C'est pas une fatalité ni un nouveau tournant dans l'écosystème. Ce qu'on voit effectivement dans cette étude, c'est que les faillites en 2025 dépassent les exits réussis. Quand on parle d'exits réussis... Alors juste préciser les exits. Les exits, c'est vraiment donc les sorties. Ça veut dire les rachats de start-up ou les introductions en bourse. Exactement. Et donc, nous, notre étude, on va s'intéresser à toutes les sorties de portefeuille de venture capital, donc de portefeuille de capital risque, et on les cartographie selon différents types. En fait, on en retient 5. Il y a les échanges du VC à VC, donc c'est les actifs qui restent dans l'écosystème VC, mais qui transitent d'un investisseur à un autre. Le VC au private equity, donc ce sont les fonds de capital investissement qui financent des sociétés un peu plus matures que le capital risque. Il y a également les sorties stratégiques, donc le rachat par des entreprises, et dernièrement les IPO, qui font beaucoup parler d'elles, mais qui effectivement en volume, en fait, sont un peu moins représentatives. Et dernièrement, il y a les faillites, puisque ça constitue aussi l'exit d'un portefeuille. Donc, une des conclusions peut-être les plus éminentes de l'édition de cette année de notre étude, c'est qu'effectivement, à la fois aux US comme en Europe, les faillites ont dépassé les exits réussis, donc les 4 autres typologies d'exit. Alors pourquoi Vas-y, Julien. Pourquoi justement les faillites dépassent les exits aujourd'hui en Europe ? Ouais, donc en Europe, ce que l'on voit en fait, c'est qu'il y a une contraction des exits réussis. Les faillites en nombre se stabilisent en Europe. On avait à peu près 1745 faillites en 2024, 1738 en 2025. En fait, c'est un recul des exits réussis qui génère le fait que les faillites représentent 51% des exits totaux. Ce recul, et en fait, on voit que la tendance, elle est assez similaire sur le continent américain et le continent européen. Et cette tendance globalement alignée, elle montre justement que c'est un sujet systémique, que c'est quelque chose de cyclique, que voilà, il n'y a pas plus de faillites parce que les entreprises sont moins performantes. Il n'y a pas plus de faillites parce que les venture capitalistes accompagnent moins la création de valeur. C'est vraiment un cycle qui s'est passé dans l'écosystème et qui a en fait naissance dans les années 2020-2021. Ces années, c'était un peu des années fastes du venture capital, on le sait. Il y avait énormément de levées de fonds, de grosses levées de fonds. On parlait de 500 millions d'euros toutes les semaines, quasiment 600 millions. Quand vous n'aviez pas levé 50 millions d'euros, on ne vous regardait même pas, quasiment. Exactement. Et voilà, il y a eu un changement effectivement de paradigme depuis 2021-22, la guerre en Ukraine, les taux d'intérêt qui ont explosé. Exactement. En 2021, il y avait une abondance de capitaux, une abondance de liquidités. Il y avait par ailleurs des taux d'intérêt quasiment nuls. Et donc effectivement, il y a beaucoup de liquidités dans l'écosystème. Ça s'est resserré brutalement en 2022 parce qu'il y a eu une inflation forte après la crise du Covid. Et donc les banques centrales ont augmenté les taux. Ça a eu un effet important, double, et un impact très fort sur l'écosystème du VC. Premièrement, qui dit les taux ont baissé, les IPO ont été plus durs, les LBO ont été plus durs, et même les sorties stratégiques ont été comprimées, puisque la dette coûtait beaucoup plus cher. Donc c'est beaucoup plus dur de financer ces opérations. Qui dit moins d'exit, dit moins de retour aux investisseurs, aux LPs, et dit donc moins de capacité à redéployer. Ouais. Il y a un autre effet induit par cette hausse des taux d'intérêt qui est un petit peu moins directe, mais qui est très important dans le VC, c'est que les cotations boursières des sociétés technologiques ont drastiquement été diminuées. Parce que en Europe En Europe et aux États-Unis aussi, en réalité. Le mécanisme, il est le même partout. Parce que justement, en fait, qui dit que la dette est plus chère, en fait, le discount sur les cash flows futurs de ces boîtes de tech publiques a été plus fort. Donc, vu que ces boîtes de tech, leur valeur repose beaucoup sur des cash flows futurs, c'est des boîtes en forte croissance. Oui. Ces cash flows futurs ont été discountés. Donc la valeur de ces boîtes ont été discountées. Qui dit ça dit que dans le portefeuille des investisseurs, l'allocation de capitaux envers les marchés publics a été moins forte. Pour rééquilibrer les portefeuilles, les investisseurs ont également diminué leur allocation vers les capitaux privés. Donc ce n'est pas forcément le modèle économique des startups qui est en cause. Non. Dans certains cas, et on pourra y revenir, il y a certains secteurs où les modèles sont plus compliqués, où peut-être les modèles s'alignent moins avec les contraintes du VC. On peut regarder par exemple, parmi les secteurs qui sont très représentés en taux de faillite, donc je ne parle pas en fait des secteurs où il y a le plus de faillites en nombre, puisque les secteurs où il y a le plus de faillites en nombre, c'est les secteurs qui sont les plus financiers. Donc beaucoup le logiciel par exemple, mais qui a un taux de faillite en fait assez faible, inférieur à 30%. Si on regarde par exemple maintenant l'agtech,
Donc vraiment, toutes ces sociétés... Liées à la publicité. Pardon ? La tech, vous avez dit ? Non, agriculture, agri-tech, agri-food, Okay. pardon. Donc ça va être effectivement, par exemple, les sociétés qui ont développé des viandes végétales, par exemple. Ouais. Ce segment-là, il a été extrêmement chahuté. Ouais. Il y a des taux de faillite qui dépassent 60%. Donc Pourquoi ? on voit, justement, en fait, ces segments-là, c'est des segments qui ont plusieurs difficultés. Ouais. Il y a peut-être 4 grands axes qui ressortent en particulier. Ouais. Premièrement, c'est la demande. Ces segments-là, ils sont exposés à la demande particulière. En fait, la promesse de croissance repose sur le fait que les consommateurs sont prêts à payer un premium à la durabilité, un premium à quelque chose qui est considéré plus vert par rapport à une alternative animale, par exemple. Et en fait, avec un climat inflationniste qui est en cours, ce premium-là, il n'est plus aussi automatique. Bien sûr. Ça, c'est un premier élément. Un autre élément très intéressant, c'est un désalignement entre les cycles de ces sociétés, qui peuvent avoir des cycles de développement longs, 10 ans, 12 ans, 15 ans, avec les cycles du venture capital. Le venture capital, on s'attend à un retour sous 5 ans, sous 7 ans. Donc, ces sociétés qui ont été investies par les venture capitalistes, elles ont été investies sur la base d'une idée qu'un second investisseur reprendrait peut-être cette société avant qu'elle ait fait ses preuves. Dans un contexte 2020-2021 où la liquidité abonde, c'est une promesse qui est tenable, un pari qui est tenable, beaucoup moins dans l'écosystème actuel. Alors, dans votre étude, la France semble mieux résister que les États-Unis sur ces défaillances de start-up. Comment vous l'expliquez ? Oui, donc c'est effectivement, si on parlait à nouveau de ces taux de faillite, en 2025, il est de 54% en Europe en général, 51% aux US, et effectivement, 32%. En France, donc largement inférieur. Et par ailleurs, en fait, en France, on voit que la courbe des exits en nombre, elle commence à diminuer. Il y a une stabilisation du nombre d'exits aux alentours nombre de faillites, excusez-moi. Le nombre de faillites était stabilisé aux alentours de 175 faillites en 23-24. Et ça diminue maintenant en 25 à 144 faillites. Okay. Ça s'explique déjà par un effet de cohorte. Peut-être que le pic, il est arrivé plus tôt en France et que maintenant, on est en train de effectivement revenir à quelque chose de plus sain. Et effectivement, on parle de cet effet de cohorte par rapport aux entreprises qui ont été financées pendant les années fastes 2020-2021. Donc ça redescend un petit peu en France. Et puis par ailleurs, il y a aussi des particularités françaises. Il y a peut-être un capital plus patient, de façon structurelle et de façon culturelle sur le marché français, avec notamment la BPI, dont on parle beaucoup dans la French Tech, et également la présence des family office. Qui, eux, sont sur le long terme, effectivement, dans l'aventure entrepreneuriale, qui investissent leur somme sur du très long terme. Et donc, il y a une espèce de stabilité des investisseurs. Est-ce qu'il faut s'attendre à plus de défaillances d'entreprises en France, de start-up, dans les prochains mois ? Nous, non. C'est pas vraiment ce que les chiffres annoncent. C'est pas la tendance actuelle. On est plutôt effectivement sur quelque chose qui stabilise. Au niveau européen, ça stabilise également. Le nombre de faillites, on est sur quelque chose qui stabilise entre ces 2 années. Donc nous, on espère plutôt être sur la queue de la purge, on va dire, et qu'effectivement, on revienne à quelque chose. Il y aura toujours des faillites dans l'écosystème du venture capital. C'est du capital risque. De façon inhérente, on peut s'attendre à 20 à 30% de défaillance. Mais effectivement, on va arriver à quelque chose de plus normatif en France. Est-ce que l'élection présidentielle de 2027 peut créer un effet d'attentisme auprès des investisseurs qui pourrait peut-être causer aussi des défaillances ? Bien sûr, sur certains segments, c'est évidemment le cas. Tous les segments qui vont avoir une exposition à des budgets de municipalité, à des budgets de ce type, il y a un attentisme généralisé sur ces opérations-là. Et c'est assez naturel, d'autant plus au vu d'une certaine instabilité politique qu'on a vue en France ces dernières années. Et pourquoi l'Europe, je ne sais pas si on a encore un peu de temps, mais pourquoi l'Europe produit aussi peu d'exits par rapport aux États-Unis ? Quelles sont les raisons pour lesquelles il n'y a pas assez d'exits ? Alors, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est en Europe, il y a en fait beaucoup d'exits par rapport aux US si on ramène ça au fonds levé. Il y a beaucoup plus de levées de fonds, il y a beaucoup plus de fonds dans le venture capital aux US. Le venture capital américain a les poches plus profondes que le venture capital européen. Et c'est pour des raisons structurelles. La retraite peut être fléchée vers le capital risque aux US, ce qui n'est pas le cas en Europe, en tout cas pas pour le moment et pour des raisons réglementaires. Et donc, pour cette raison-là, il y a moins d'exits sur le continent Moins européen. D'investissements, donc moins d'exits en Europe. Ouais, mais cela dit, en nombre, en fait, si on ramène ça au fonds levé, il y a en fait plus d'exits en Europe. En Europe. Il y en a en US. Ok. Est-ce que les grands groupes, pour vous, français, sont enclins à racheter plus de start-up aujourd'hui qu'avant ? On voit que il y avait quelques réticences, même pas mal, ces dernières années, à racheter pour un grand groupe une start-up française. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses changent ou pas ?
Oui, bien entendu, et notamment dans certains secteurs. Je pense qu'aujourd'hui, on a une disruption technologique liée à l'intelligence artificielle générative qui donne un appétit très fort des grands groupes français envers certaines startups pour justement se digitaliser et en fait accélérer leur digitalisation. Parfois, il faut avoir en tête aussi que l'acquisition de startups, c'est une façon d'acquérir du talent, tout simplement. Donc dans l'IA, dans la data, mais également dans la fintech, par la digitalisation des grands groupes banquiers. Il y a en fait un appétit très fort aujourd'hui pour l'acquisition de startups de la part de grands groupes. Autre question peut-être, est-ce que, alors juste sur le cycle, vous disiez donc c'est cyclique, vous voyez quand est-ce que le cycle pour vous va changer, quand est-ce qu'on va rentrer dans un nouveau cycle? Est-ce que vous le savez? J'aimerais beaucoup le savoir, je pense que beaucoup de gens aimeraient le savoir, c'est assez difficile à dire. Quelles sont vos prévisions en tout cas en termes de cycle? Il faut réfléchir en termes de cohorte. La cohorte 2020-2021 est particulièrement complexe et effectivement elle va prendre à peu près 7 ans à se purger, assez mécaniquement. Donc à partir de là, on peut s'attendre effectivement à être plutôt sur la fin de la purge actuellement. Et vu que la liquidité a été contrainte, les levées ont été globalement un petit peu plus modestes ces dernières années. Et donc on s'attend à ce que ça dégrippe progressivement les levées futures. D'accord. Une dernière question, Lorraine, est-ce que vous avez le sentiment qu'on entre dans une phase où les investisseurs deviennent plus sélectifs finalement, même pour des projets qui peuvent paraître très prometteurs? Oui, mécaniquement. Vu que la liquidité se resserre, il y a une sélectivité beaucoup plus importante, il y a un regard beaucoup plus fort sur les paramètres de profitabilité, là où pendant les périodes fastes, c'est la croissance qui l'emporte absolument. Maintenant, effectivement, il y a des due diligence beaucoup plus poussées, à la fois financières, donc sur la profitabilité, mais aussi, par exemple, sur la propriété intellectuelle, qui peut, dans certains secteurs, être un vrai frein et une vraie complexité. Explication signée Lorraine Goodenough, directrice associée chez Interpass. Merci Lorraine. Merci de votre accueil. Merci Julien. Merci à vous.